Hello les végans, on se retrouve aujourd'hui pour ce troisième épisode de la Vegan School. Après avoir vu comment composer son assiette et cuisiner les légumineuses, on se concentre aujourd'hui sur les céréales. Parmi les différentes variétés de céréales, on peut citer le blé, l'épeautre, le riz, l'orge, le maïs et l'avoine. Et pour les variétés moins connues, on a le seigle, le millet, le sorgho, le teff et le fonio. Et c'est pas grave si tu les connais pas, moi-même je ne les utilise pas quotidiennement non plus. Et les pseudo-céréales, le quinoa, le sarrasin et la marrante. Ah, elle est marrante. Pourquoi on dit que le quinoa est une pseudo-céréale? En fait, le quinoa est une espèce de plante herbacée de la famille des Chenopodiaceae, comme les épinards et la betterave. Mais, de par ses qualités nutritionnelles, on la classifie dans la catégorie des céréales. J'ai cité les céréales sous leur forme grain entier, mais on peut aussi penser à la semoule, à la farine, aux flocons, au pain et aux pâtes, qui permettent de varier et d'en consommer plus facilement. Les céréales ne sont pas négligées dans l'alimentation. Globalement, ce sont de bonnes sources de glucides, mais elles ont un apport non négligeable, et ça on a tendance à l'oublier, en protéines. Elles sont également sources de fibres, de vitamines, de minéraux et d'antioxydants, surtout sous leur forme complète. Il ne faut pas non plus hésiter à varier les céréales pour profiter des différents nutriments. Je me rends compte que c'est quelque chose que je ne fais pas forcément. Je vais plutôt avoir tendance à varier les légumineuses et les légumes, mais ça me donne envie de tester d'autres recettes à base de céréales que j'utilise moins que d'habitude. Si on fait un zoom des bienfaits selon les variétés de céréales, on a par exemple le millet qui est riche en magnésium et en phosphore. Notre ami tant détesté, le quinoa, mais qui est riche en manganèse. Le sarrasin, qu'on peut également consommer sous sa forme torréfiée, comme ici, et c'est ce qu'on appelle le kasha, que vous pouvez d'ailleurs parsemer comme ça dans vos bols, dans vos salades, si vous aimez. Ça a un goût un petit peu particulier. Et il est riche en magnésium et en protéines. Et oui, le sarrasin est plus riche en protéines que le quinoa. On peut également faire un petit zoom sur l'avoine qui est riche en potassium, en calcium et en fer. Je vous épargne les deux derniers, le riz et le blé, et le fonio et le teff que je n'ai même pas à la maison, mais que j'essaierai à l'occasion. Mais c'est pour vous montrer l'importance de varier ces sources de céréales. Il est également conseillé de favoriser les céréales sous leur forme complète pour leur richesse en fibres. Mais qu'est-ce que ça signifie au juste? Une céréale complète comprend trois éléments: le son qui est la couche externe de la graine, le germe, la partie interne, et l'endosperme qui est la partie centrale. Cependant, la forme complète peut présenter des désavantages pour les intestins fragiles. Donc il ne faut pas tomber dans un excès de fibres en adoptant une alimentation végétale. À vous de voir selon comment vous digérez et en adaptant si besoin le contenu de vos assiettes. Petit tip pour toi, pour réduire le temps de cuisson des céréales complètes qui sont donc plus longues à cuire que leur forme décortiquée, tu peux par exemple prendre du riz complet et le faire tremper dans 2 fois son volume en eau pendant 2 heures. Et tu laisses cuire après jusqu'à ce que ce soit cuit. Concernant la farine, maintenant, j'ai régulièrement la question, donc je vais prendre l'exemple de la farine de blé, mais ça fonctionne aussi pour d'autres farines, par exemple celle d'épeautre. Je vous explique. On a la forme raffinée blanche, T45 ou T55, la forme semi-complète, T80, et la forme vraiment intégrale, T150. Plus c'est raffiné, plus vos préparations seront moelleuses et aérées, mais à contrario, elles auront moins de nutriments. Et oui, on ne peut pas tout avoir non plus. On fera un épisode spécial farine si vous voulez, mais pour répondre à la question est-ce qu'on peut remplacer sa farine de blé blanche par une farine intégrale T150, bien sûr que le résultat ne sera pas le même. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué qu'en pâtisserie, on utilise principalement de la T45 ou de la T55. On peut aller à la rigueur jusqu'à la T80, mais on va rarement utiliser les autres. Autre question qui revient régulièrement, est-ce que le boulgour est une céréale à part entière? Est-ce que la semoule c'est du couscous? Comment on s'en sort? En fait, le boulgour et la semoule sont tous les deux du blé et ce qui va le différencier, c'est le concassage du grain. Pour le boulgour, il y a différentes tailles de mouture, mais le plus important, c'est la semoule. Faites attention parce que la semoule fine, ça va être vraiment plus pour la pâtisserie et la semoule moyenne, et ben celle-ci, ça va être celle qui est utilisée pour le couscous. On entend souvent que les céréales ont un index glycémique élevé, mais il faut savoir qu'on peut baisser leur charge glycémique en les cuisant al dente pour les pâtes et en les combinant avec des légumes et des légumineuses. Donc on comprend mieux l'intérêt de faire des plats complets avec tout ce qu'il faut dans l'assiette, comme on l'a vu dans ma première vidéo. Pour cuisiner les céréales, alors généralement pour les pâtes ou le riz, on se débrouille, mais pour le reste, je vous conseille de vous faire une petite fiche mémo avec la quantité d'eau et le temps de cuisson qui peut varier selon les variétés. Une fois que vous savez déjà comment les cuire, ça facilite leur utilisation au quotidien. Je vous remettrai en barre d'infos ma façon de cuire le quinoa, le riz, le millet
Et le petit épeautre, c'est dans un grand volume d'eau, mais je vous remettrai comment cuire ces céréales parfaitement pour qu'il n'y ait pas à les égoutter. Et après, pour ce qui est du sarrasin et les autres céréales que je n'ai pas encore trop essayé dans ma vie, eh bien, soit vous regardez au dos du paquet, soit vous faites des petites recherches sur Internet. Avant de passer à ma recette de millet qui envoie du lourd, on va déjà citer les petites idées en vrac qui sont déjà à retrouver sur ma chaîne. Donc on a par exemple des plats de pâtes divers et variés, ça manque pas. Hein. Des pancakes salés, des crêpes coréennes, une salade de petits épeautres, choux rouges et tahini. Une merveille. Une soupe orientale au boulgour, ça c'est récent. Des poivrons farcis, bientôt la saison, au boulgour. Un curry de légumes d'hiver avec du riz. Une paella vegan, du risotto, bien sûr. Une salade de riz à la mexicaine, ça aussi, ça arrive. Taboulet de millet. Ça c'est sans gluten en plus. Un petit crumble, porridge et cake salé. Boulettes de quinoa. Ah, les boulettes de quinoa, elles vont vous réconcilier avec le quinoa, moi je vous dis. Un taboulet aussi. Hein, vous l'avez peut-être pas vu celui-là, ça date. Un taboulet de quinoa sucré salé aux noisettes et aux dattes. Franchement, testez ça, c'est merveilleux. Et un petit brouillé de polenta, ça c'était la recette de la semaine dernière. Et c'est fini, on passe à la recette. Je vous ai concocté aujourd'hui des boulettes de millet à l'indienne. Et oui, c'est une façon originale de cuisiner cette céréale qu'on n'utilise finalement pas très fréquemment. Et en plus de ça, c'est super parfumé. En tout cas, c'est mon invention, c'est pour vous, c'est cadeau, vous allez vous régaler. Comme les légumineuses et toutes les autres céréales brutes, il faut rincer le millet. Ah oui, vous faites... bon... Ça tombe un peu par terre. Vous me faites le plaisir de rincer votre riz maintenant, hein. C'est fini là, on arrête de le mettre directement et puis on met la bonne quantité d'eau. Hein. Tout est en barre d'infos. Allez, je rince ça. Pour le millet, je fais départ à froid, donc je mets 2 volumes d'eau pour 1 volume de millet. Bien sûr, on peut un petit peu assaisonner, vous pouvez mettre du bouillon de légumes, là je vais simplement mettre du sel. J'ajoute pour cette recette un petit peu de concentré de tomate et j'ajoute le millet. Je couvre, je porte à ébullition, puis je réduis sur feu doux et je laisse cuire 15 minutes top chrono. En parallèle, on s'occupe des légumes qui vont donner du goût et de la consistance aux boulettes. Donc déjà, on va éplucher une carotte et la couper en petites rondelles. Coupe-moi ça finement parce que plus c'est fin, plus c'est rapide à cuire. Vous pouvez lancer à la vapeur, c'est ce que je vais faire, sinon dans de l'eau bouillante salée ou même au micro-ondes. On va hacher finement un demi-oignon, dégousser l'ail et râper le gingembre. Je fais chauffer une poêle et j'ajoute l'huile d'olive et les épices entières, la moutarde et le cumin. Après quelques instants, je peux ajouter l'oignon que je laisse revenir sur feu moyen pendant 7 à 10 minutes avec une petite pincée de sel. Après les 15 minutes de cuisson du millet, on le laisse encore 10 minutes hors du feu et toujours à couvert. J'ajoute l'ail et le gingembre pour 1 à 2 minutes. J'ajoute les épices moulues, le curcuma, le curry et également du concentré de tomate dilué avec de l'eau. Je laisse quelques instants jusqu'à ce que ça forme une pâte et je coupe le feu. Les carottes sont cuites, je les écrase avec une fourchette et je les ajoute à ma poêlée. Les 10 minutes se sont écoulées, on peut ajouter un petit peu d'huile d'olive au millet pour apporter un peu de rondeur. Et là, on va égrener. Avant de mixer tout ça, je mélange bien sûr ma pâte parfumée au millet. J'ajoute également un peu de coriandre. Après, si vous êtes team la coriandre égale savon, vous pouvez prendre du persil. Et là, on mixe grossièrement. On ne veut pas que ça fasse de la bouillie non plus, mais on veut pouvoir faire des boulettes, donc il faut que ça s'amalgame. Vous prenez une cuillère à glace pour vous aider à faire des boulettes de même taille et ça vous donnera 12 boulettes. Alors là, on regarde déjà comment ça se comporte, c'est lié, c'est très bien. Donc si jamais vous voyez au moment de les former que c'est pas assez lié, que ça s'effrite un petit peu, c'est que le millet n'est pas assez mixé. C'est vraiment le fait de le mixer qui va lui donner un liant. A contrario, si vous trouvez que la pâte est un petit peu trop pâteuse, que vous êtes trompé dans un des dosages, et bien dans ce cas, ajoutez de la farine de pois chiche ou de la chapelure pour assécher l'ensemble. Comme pour toutes les boulettes ou les steaks végétaux, on les place au frais minimum 30 minutes, ça va leur permettre de se raffermir. Nos boulettes sont fraîches, on va pouvoir les poêler. Comme d'habitude, on met un petit fond d'huile d'olive, on ajoute les boulettes et on laisse griller sur toutes les faces environ une dizaine de minutes. Les boulettes sont cuites, on peut les dresser par exemple avec un curry de légumes, ça va bien ensemble, ou également un dalle, comme ça permet de faire et céréales et légumineuses. Je vous
vous invite vraiment à tester cette recette de boulettes. Vous aurez les mains oranges après à cause du curcuma, mais ça vaut le coup. J'espère que ce nouvel épisode de la Vegan School vous aura plu. On se dit à très vite pour traiter du sujet du tofu. Je pense que ça va vous intéresser, comment le cuisiner, le choisir, etc. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Et il me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner à Céréales. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes.